le temps de faire une conférence en français, mais vous pourrez poser vos questions en anglais si vous le désirez. Donc Azimut est une société qui est spécialisée pour l'exploration minière au Québec. Alors, je vous exposerai en 4 parties pourquoi Azimut a décidé de se consacrer en exploration au Québec, pourquoi on explore au Québec, c'est quoi les avantages, faire un rapide sommaire corporatif, vous présenter les propriétés clés et ce que nous faisons en 2016. Au Québec, il y a essentiellement 3 facteurs d'intérêt pour explorer qui sont précisément identifiés. Le premier facteur, c'est qu'on bénéficie d'un immense territoire peu ou pas exploré. Le Québec, c'est en termes de superficie 40 fois la Suisse, 3 fois la France. Et les superficies qu'on peut considérer comme raisonnablement explorées au Québec, c'est à peu près 10%, 15% du territoire. Mais le grand nord du Québec reste un secteur où les investissements restent minimes, même s'il y a un potentiel géologique important. Le deuxième facteur d'importance, c'est qu'aujourd'hui, en exploration minière, pour avoir du succès, il faut travailler avec des données. On ne découvre plus les gisements par hasard. Le Québec a acquis au cours des 80 dernières années une immense banque de données géoscientifiques, une banque de données numérique qui est accessible au public. Ce sont des données publiques, très peu onéreuses, qui permettent, en les traitant de façon adéquate, de réduire le risque initial de l'exploration. Pour vous donner un exemple, on a une banque de données de sédiments de fond de lac qui sont analysés pour 50 à 60 éléments par fond de lac. Donc c'est tout simplement de la boue qu'on analyse, qui est prélevée de façon systématique à l'échelle du Québec. Et ça donne une indication précise sur le contenu en métaux qui environne immédiatement ces lacs. Et c'est un outil extrêmement efficace pour aller chercher, pour aller dépenser de l'argent en exploration aux bons endroits. Par exemple, ici, on a une banque de données de 500 000 lacs qui ont été échantillonnés de façon systématique. Ici, on a une banque de données accessible, encore numérique, avec des analyses chimiques pour 1 million de roches. Donc on voit la localisation de ces échantillons à l'échelle du territoire. On a aussi une immense banque de données de forage. Il y a environ 25 000 km de carottes de forage disponibles que l'on peut consulter, qui sont archivées et qui permettent en fait de réduire le risque. On travaille avec des données, on ne travaille pas à l'aveugle. Également une couverture complète en géophysique aéroportée. La troisième raison majeure pour explorer au Québec, c'est qu'il y a une longue histoire minière. C'est une des juridictions qui est reconnue comme les plus favorables à l'échelle mondiale. Il y a des incitatifs fiscaux. Puis vous avez environ 150 mines qui ont été exploitées au Québec, une vingtaine en exploitation aujourd'hui. Puis ça reste un des leaders mondiaux pour le secteur minier dans le monde, avec une juridiction qui est évidemment très stable. Donc comment on peut définir nos activités? Comme vous le savez, il y a 2 risques majeurs dans le secteur minier pour les explorateurs. D'abord, techniquement, c'est très difficile de trouver des gisements d'envergure. Deuxièmement, ça coûte très cher. Donc la façon pour nous de mitiger, de réduire ce risque initial de l'exploration, c'est en 2 volets. La première chose, on s'y prend en traitant l'immense banque de données qui est disponible au Québec pour parvenir à définir des cibles qui ont la meilleure qualité possible, sur lesquelles les chances de découverte sont meilleures que la moyenne. Donc on se sert de cette immense banque de données géoscientifiques disponible pour identifier les meilleures cibles possibles. Donc c'est une façon d'avoir un edge, d'avoir un avantage par la capacité à traiter les données. Ensuite, en utilisant cette capacité à traiter les données, on acquiert des projets et on transfère le risque à un stade assez précoce à des partenaires qui vont prendre le relais au niveau de l'investissement. Donc pour nous, ça réduit notre risque d'affaires.
C'est très important parce que le piège dans lequel tombent la plupart des sociétés juniors d'exploration, c'est la dilution à un stade initial avant d'avoir pu créer de la valeur. Donc pour éviter le piège de la dilution de votre capital action, vous devez absolument développer le partenariat avec des sociétés majeures ou avec d'autres sociétés qui sont prêtes à prendre ce risque-là. Et nous, on retient un intérêt dans ce cas-là sur les projets que l'on a transférés à des partenaires. Donc on adresse d'une part le risque technique et d'autre part le risque d'affaires. La compagnie a été fondée en 1986, donc il y a 30 ans, avec aujourd'hui 45,4 millions d'actions émises. Le capital action de la compagnie n'a jamais été restructuré, donc nous avons toujours conservé il n'y a pas eu d'agrégation d'actions, donc on reste très fidèle à nos actionnaires. Il y a 53,3 millions d'actions pleinement diluées, ça inclut des bons de souscription. Globalement, la structure du capital action, pour nous, c'est le meilleur actif que l'on a pour avoir le potentiel de créer de la valeur pour les actionnaires. Actuellement, il y a 54% des actions qui sont détenues par les principaux actionnaires. Dedans, on compte 15% d'initiés, 28% des grands fonds institutionnels québécois qui sont des actionnaires depuis le début, et environ 11% des actions sont détenues par 10 actionnaires individuels. Nous avons 2,8 millions de dollars en cash et pas de dette. Le management, puis le conseil d'administration, aussi, il y a une expérience très diversifiée dans le secteur minier, au niveau légal, au niveau de l'investissement. Ce sont des gens qui sont expérimentés en finance, évidemment dans le secteur minier, puis donc c'est très fonctionnel. C'est un petit board. Vous avez aussi des gens qui sont situés, une personne qui est située à Vancouver, une autre à Toronto, et le reste du staff, c'est Montréal. Ça nous donne aussi une compréhension des enjeux, de la dynamique du secteur minier à l'échelle canadienne. Maintenant, dans toute cette dynamique, qu'est-ce que l'on a fait au cours des 12 dernières années? Nous avons signé 30 ententes de partenariat, dont 10 ententes avec des compagnies majeures. Cela inclut 3 ententes stratégiques avec Rio Tinto, 2 ententes avec Goldcorp, 2 ententes avec IAMGOLD, 2 ententes avec Hecla Mining et dernièrement une entente stratégique avec la compagnie gouvernementale du Québec qui s'appelle SOCEM. Donc avec ces ententes, nous on a agi comme générateur de projets et très tôt nous avons pu transférer ces projets à des partenaires, la plupart du temps majeurs. Il y a eu 66 millions de dollars qui étaient investis en exploration jusqu'à présent sur nos projets, dont 55 millions financés par les partenaires. Donc l'effet de levier, quand nos partenaires dépensent 5 $, nous en dépensons 1. Et donc c'est évidemment un transfert de risque, mais il y a une expertise aussi qui est partagée au niveau de l'exploration. Nous avons aussi un modèle qui est en partie un modèle d'autofinancement où à travers ces ententes de partenariat, nos partenaires il y a des paiements d'options ou des paiements en actions et ça couvre une partie de nos dépenses, de nos frais généraux. Donc 7 millions de dollars ont été reçus en paiement par les partenaires. Cette activité globale, au cours des 12 dernières années, a conduit à la découverte de 2 nouvelles provinces minérales au Québec, c'est-à-dire des vastes régions sur lesquelles il y avait peu ou pas d'indices minéralisés reconnus. Donc nous avons ouvert de nouvelles régions, souvent de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres de long. La province, en particulier la province d'uranium de Lungava, qui est une région qui était inconnue pour son potentiel uranifère, qui fait 80 km de long. Puis ce qu'on appelle le corridor de Rex, le Rex Trend, qui est un corridor polymétallique
dans le Grand Nord du Québec, reconnus sur 300 km de long. Et aussi incroyable que ça, c'est des régions immenses qui ont fait l'objet de très peu d'exploration. En 2 ans, nos équipes de reconnaissance ont découvert plusieurs centaines d'indices minéralisés qui éventuellement vont pouvoir être convertis en vraies découvertes minières avec des investissements additionnels. Et ça, on parle des années 2011 au Québec, où on peut encore découvrir des gisements d'importance, ou des prospects d'importance dans des secteurs qui étaient auparavant peu ou pas connus. D'ailleurs, Azimut a remporté le prix du prospecteur de l'année en 2011 par l'Association de l'exploration minière du Québec. Donc c'était une reconnaissance de l'industrie pour l'ouverture de ces nouveaux territoires. La région dans laquelle on concentre beaucoup nos efforts actuellement, c'est le secteur de la baie James, où une mine majeure a été découverte en 2004 par une compagnie junior, Virginia. Ce gisement a été acheté pour 500 millions de dollars par Goldcorp. Il est exploité depuis 2014. Donc nous avons acquis des propriétés dans le secteur de la découverte d'Éléonore, mais nous avons commencé à acquérir ces terrains. On a reconnu la valeur de ce secteur 1 an avant la découverte de ce gisement. Aujourd'hui, Azimut a une position stratégique dans les environs immédiats du gisement Éléonore, et on continue à explorer activement. On va y revenir dans un instant. Globalement, l'activité d'Azimut a conduit à la découverte de plus de 400 nouveaux prospects minéralisés à l'échelle du Québec, principalement pour l'or, l'uranium et pour les métaux de base. Donc cette diapositive vous présente la localisation de nos projets à l'échelle du Québec. La société détient le 2e portefeuille minier en importance à l'échelle du Québec. Le premier, c'est détenu par Osisko. Nous avons 20 propriétés qui représentent une superficie d'environ 3000 km². Donc on voit les 2 principales régions où nous sommes actifs, c'est la région de la baie James. Pour vous donner une idée, Montréal est situé ici, la ville de Québec est située ici. Donc on est à peu près à 1000 km au nord de Montréal, dans une immense région qui s'appelle donc la baie James, qui est une des régions minières les plus actives actuellement au Canada, principalement pour l'or. C'est une région en pleine émergence, justement consécutif à la découverte et à la mise en production du gisement Éléonore. Donc nous avons une alliance stratégique avec la compagnie gouvernementale SOCEM dans cette région qui couvre environ 180 000 km². Puis là, nous voyons les propriétés actives d'Azimut dans cette région. Nos autres actifs, c'est situé dans le Grand Nord du Québec, dans une région que l'on appelle le Nunavik. Le Nunavik, ça commence au 52e parallèle, à peu près ici, et ça couvre une superficie comme la France, sur 500 000 km². Donc c'est vraiment immense. Le Rex Trend dont je vous ai parlé il y a un instant, ça couvre 300 km². C'est constitué par ces 3 propriétés, Rex, Rex Sud et NCG. Donc on parle vraiment, c'est les nouvelles frontières de l'exploration au Canada, et on prépare les prochaines générations de découvertes, je dirais, au Canada et en particulier au Québec. Ce qui est intéressant pour que vous puissiez bien voir un peu l'immensité de cette région. Donc c'est la superficie de la France, mais sur cette superficie, il y a seulement 10 000 habitants qui habitent, dans 14 villages qui sont essentiellement répartis autour de la côte. Donc ce sont essentiellement des Inuits, donc population locale, qui est très en faveur des mines. J'aurais dû peut-être le situer, mais vous avez une mine majeure ici qui est opérée par Glencore. C'est une mine, c'est la mine Raglan, qui exploite cuivre, nickel et platinoïde. Donc même si c'est très nordique, les conditions d'exploitation au Canada, il y a une expertise qui est en train de se développer pour développer des gisements et exploiter des gisements en conditions extrêmes. Donc
il y a un instant, je vous disais que la société a contribué directement et avec ses partenaires à la découverte de plus de 400 nouveaux prospects à l'échelle du territoire. Donc ces prospects sont localisés. Évidemment, il y a certains de ces prospects, on est convaincu, ça pourrait être converti avec l'aide des partenaires, avec des investissements additionnels en vraie découverte minière. Et le secteur où on se focalise actuellement, c'est le secteur de la baie James. Donc on y vient tout de suite. Donc ça concerne principalement le projet Eleanor Sud. Donc le projet Eleanor Sud est localisé à 8 km donc de la mine de classe mondiale d'Eleanor. C'est une mine pour le moment qui est évaluée à 8 millions d'onces, qui est exploitée par Goldcorp. Et c'est également, le projet Eleanor Sud est situé, est juste adjacent et le long de la continuité d'une découverte qui a été faite récemment. C'est la propriété Chichu, qui est en fait, cette découverte a été faite de 50 mètres à 200 mètres. Donc la découverte de Chichu est située à proximité immédiate du projet Eleanor Sud, donc c'est vraiment en continuité de notre projet. Comme vous le verrez, il y a des cibles à haut potentiel sur ce projet qui est détenu avec 3 partenaires, donc Azimut à 26,6%, Goldcorp 36,7% et Eastmain 36,7%. Donc aucun des 3 partenaires a un pouvoir décisionnel, donc ça oblige une bonne collaboration entre ces 3 partenaires et la collaboration est effectivement excellente avec nos 2 partenaires. Azimut est également l'opérateur sur le projet. Donc le projet Eleanor Sud est situé ici. La mine Eleanor est située à environ 8 km de la bordure du projet, donc c'est cette mine exploitée par Goldcorp. Et Azimut a par ailleurs une implantation stratégique immédiatement autour de la mine Eleanor. Ce projet est également en joint venture avec Eclat Mining, qui investit 100% des fonds depuis plusieurs années pour faire une découverte sur cette propriété. Donc le secteur Eleanor Sud, qui nous occupe beaucoup en ce moment, est situé ici, puis on se concentre essentiellement dans la partie est de la propriété. Alors cette zone cible principale fait environ 14 km². On a un programme de 5000 mètres de forage qui est en cours. Il y a 50% de ce programme qui a été déjà réalisé. Puis les cibles sont déterminées par l'analogie de la signature du gisement Eleanor. Le gisement Eleanor ressort comme présentant une très forte anomalie en or et arsenic en surface, dans les sols. Donc évidemment, c'est une mine souterraine, mais en surface, dans les sols qui ont été échantillonnés de façon systématique, il y a vraiment de fortes anomalies en or et en arsenic, ce qui est tout à fait logique. Et sur le projet Eleanor Sud, on a une signature qui est comparable en intensité, mais aussi en dimension, à la signature du gisement Eleanor. Donc, par analogie, on en déduit qu'il y a une cible qui est d'envergure comparable. Les travaux qui ont été réalisés cet été ont permis de découvrir de nouveaux prospects qui sont intéressants. Les meilleures teneurs que l'on a eues en rainurage, en échantillonnant directement la roche en surface, c'est 49,2 grammes par tonne sur 4 mètres, sur un nouveau prospect qui a été découvert dans ce secteur-là cet été, et un résultat de forage de 76,1 grammes par tonne sur 1,55 m. Puis la distance entre ces 2 prospects, c'est de 600 mètres. C'est complètement ouvert, ça n'a jamais été foré, très peu échantillonné. Donc on pense qu'on est potentiellement dans une phase de découverte, qu'on commence une phase de découverte sur ce projet. Et les forages additionnels qui seront réalisés début 2017 espérons-le, vont prouver ce point-là. Mais c'est une zone cible qui est d'envergure, qui présente beaucoup d'intérêt, qui présente des analogies avec le gisement Eleanor. Globalement, sur le secteur Eleanor Sud,
on a une zone cible prioritaire qui fait 10,3 km de long, puis qui est essentiellement liée au contact entre une zone granitique ici, qu'on appelle tonalite, enfin c'est une variation de granit, et des sédiments ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est les très très fortes signatures en or et en arsenic dans les sols, mais également le contact est une zone cible qui est encore très peu forée. Donc la zone sur laquelle on priorise l'exploration actuellement, c'est ce 14 km² qui se situe dans le granit, dans la tonalite, et sur lesquels nous avons eu de très bons résultats. Donc là, on a un détail de cette région. C'est une diapositive qui représente un plan avec la découverte de Chichu, donc sur la propriété adjacente. Et ce que l'on a, ce qu'on définit, c'est un corridor prospectif qui fait environ 3 à 4 km de long, 500 mètres de large, donc, qui est défini dans un granit, mais sur lequel on a découvert tout au cours de la première phase de campagne de forage et de prospection de très nombreuses valeurs aurifères qui pourraient, avec des travaux additionnels, conduire à la définition de ressources. Un autre exemple de projet majeur situé dans le Grand Nord du Québec, cette fois-ci, c'est le projet Rex Sud. C'est un projet polymétallique d'envergure. L'analogie, le type de cible que l'on regarde, c'est encore gisement polymétallique, dominante aurifère. Le principal analogue que l'on voit en termes de gisement, c'est Dunlin Creek. Ce gisement, c'est situé en Alaska, c'est beaucoup plus avancé que le nôtre, évidemment. Mais il y a beaucoup d'analogies entre ce type de minéralisation à Dunlin Creek et le type de minéralisation que l'on a dans ce projet. Pour vous donner une indication encore de l'envergure des cibles, on parle de cibles majeures qui correspondent potentiellement à la signature de camps miniers qui ouvrent de nouvelles voies, de nouvelles régions à l'exploration minière. Cette zone cible fait 15 km de long par 5 km de large. Et en 2 ans de prospection, on a trouvé plusieurs centaines de prospects minéralisés d'envergure avec des teneurs intéressantes. Puis maintenant, c'est un projet qui est prêt à forer. Pour le moment, il y a eu 18 zones minéralisées qui ont été découvertes simplement par la prospection de surface. Puis ça donne une longueur cumulative de cible de 57 km. Donc c'est pour vous dire, c'est les secteurs, quand on arrive dans ce type de région, d'abord la région a été déglacée il y a 8000 ans, ça veut dire avant c'était couvert par des glaciers, donc les hommes préhistoriques qui existent depuis 100 000 ans ou 200 000 ans en Europe, si ces hommes-là existaient à l'époque, ils marchaient sur de la glace, ils ne marchaient pas sur la roche. On peut marcher sur de la roche depuis 8000 ans. Ça veut dire que c'est très récent. On a vraiment un modelé glaciaire. Ça vient juste de fondre et on marche sur de la roche, sur des secteurs qui n'ont jamais été marchés par des humains. Jamais. Il n'y a pas de traces humaines dans ces secteurs. C'est des secteurs complètement vides. La population est le long des côtes. Donc ce territoire est complètement ouvert à l'exploration. Et c'est absolument fascinant parce qu'il y a très peu de régions dans le monde où on peut faire des découvertes comme ça en surface et avoir la perspective de trouver des gisements majeurs comme ça à fleur de terre. C'est vraiment intéressant pour ça. Une autre prospect une autre propriété qui est située dans le même contexte, c'est le projet nantais. C'est un projet or, argent, cuivre et zinc. L'analogue, c'est des gisements d'Abitibi, c'est des sulfures massifs volcanogéniques à haute teneur en or. Notamment dans l'Abitibi, il y a un gisement important qui s'appelle, c'est la mine La Ronde, détenue par Agnico Eagle. C'est un gisement vraiment célèbre qui fait rêver tous les gens de l'exploration. Puis sur le projet nantais, on pense avoir une cible d'envergure comparable. Pour le moment, nous avons là encore une zone cible qui fait 18 km en longueur cumulative avec d'excellentes valeurs trouvées en or jusqu'à 26 grammes par tonne, trouvées en surface.
Puis c'est un projet, là encore, qui n'a jamais été foré, mais c'est prêt à forer. Pour vous donner une idée, la largeur de cette zone-là, c'est environ 900 mètres. Cette zone cible centrale, c'est 3 km. Ça a été trouvé avec 2 étés de terrain, simplement en marchant sur la surface de la roche. Donc la perspective pour 2016, le programme a été en grande partie réalisé. Le budget d'exploration pour la société, c'était 3,3 millions. Sur ce 3,3 millions, selon notre modèle d'affaires, il y a 75% qui a été financé par les partenaires. Donc c'est vraiment notre modèle d'affaires. On génère des projets, nos partenaires investissent, et nous, on investit une partie de cet argent, évidemment, dans certains cas. Donc sur le projet Eleanor Sud, il y a un budget pour l'année 2016, mais qui va se poursuivre en 2017. C'est 2 millions de dollars. Azimut agit comme opérateur. Sur le projet Opinaka B, qui est situé immédiatement à côté du gisement Eleanor, il y avait un investissement de 800 000 dollars financé à 100% par Hecla Mining. Et cet investissement va se poursuivre en 2017. Nous avons une alliance stratégique dans la région de la baie James. Sochem met 100% des fonds, donc Sochem c'est la compagnie gouvernementale, Azimut agit comme opérateur, puis d'autres projets sur lesquels nous investissons directement, donc la société a investi 250 000 dollars sur un ensemble d'autres projets. Puis nous avons évidemment d'autres projets qui sont disponibles pour des partenaires majeurs. Quand le cycle va reprendre, il n'y a aucun doute que ce cycle va reprendre, nous allons avoir des développements, de nouvelles ententes avec des partenaires dans le Nord. Donc la 30e entente que nous avons signée en septembre, c'est très certainement pas la dernière. Donc en conclusion, on a un projet qui est probablement au stade de la découverte, ou proche du stade de la découverte, c'est Eleanor Sud, où on a de la minéralisation aurifère avec des hauts teneurs reliés à une intrusion. Puis il y a un programme de forage qui est en cours avec une coparticipation de Goldcorp et de East Main Resources. Donc essentiellement, pour revenir au modèle d'affaires, on utilise notre capacité en traitement de mégadonnées pour générer des projets et pour développer le partenariat. Nous avons une position stratégique à l'échelle du Québec dans plusieurs camps miniers potentiels, en tout cas à très haut potentiel de découverte en surface. Puis ce qui garantit finalement, ce n'est pas une garantie, mais ce qui donne des chances à la création de valeur pour la société, c'est la structure de son capital action, où à travers les cycles, nous avons démontré notre capacité à avoir une attitude très disciplinée pour éviter la dilution. Donc finalement, tout ce qui oriente la stratégie de la compagnie, c'est une stratégie pour minimiser le risque avec des faibles dépenses, un très faible investissement de la part d'Azimut directement, mais potentiellement avec un fort effet de levier. Donc je vous remercie.